Hello, moi c'est Paul Hugo. Je suis auto-entrepreneur en brand content et créateur de contenu. Je raconte la créativité et l'avancée de notre époque à travers différents domaines. Communication, musique, art, société, technologie ou encore information, tant de sujets qui me passionnent et que je raconte également à travers différents concepts. Je te souhaite aujourd'hui la bienvenue dans les rencontres Palméo. Dans ce concept, je fais intervenir des profils inspirants sur différents secteurs, journalisme, création, digital, art ou encore entrepreneuriat. Et dans cet épisode, je vous fais partir à la découverte de Yann Plantade. Présent dans plusieurs associations, Yann est avant tout une personne engagée. Dans cet épisode, on y parle de son rôle au sein de l'UNICEF, ces déclics qui lui ont donné envie de faire partie du monde associatif, et vous verrez aussi son côté musical qui ne l'a jamais quitté. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yann, merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation sur le deuxième épisode du coup des Rencontres Palméo. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier tout d'abord et puis merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les auditeurs qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Yann Plantade, j'ai 27 ans. J'habite entre Bordeaux et Paris et puis j'ai un certain nombre d'activités. Je suis kinésithérapeute de formation et j'ai beaucoup d'investissements associatifs. Ok, super. Ça, tu vas nous en parler un petit peu au cours de l'épisode. Est-ce qu'on peut faire un petit bond dans le passé ? Je te propose que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Ouais, carrément. Alors, mon parcours, ça a été jusqu'au lycée un parcours assez simple. Ouais. J'ai un parcours très, très banal. Après, j'ai fait un bac scientifique que j'ai réussi avec une neutralité exceptionnelle à 10,3. Et puis, en négociant sur toutes les notes. Et puis, je me suis rendu compte, arrivé en PACES, donc pour avoir la kiné, que je serais obligé là de bosser pour le coup. Ouais, carrément. Donc, j'ai fait 3 ans de concours. Ça a été compliqué. J'ai fait 1 an de kiné. Et puis, je me suis dit, est-ce que je fais ça par habitude ou est-ce que j'ai vraiment l'envie de faire ça ? J'avais pas tellement de réponses. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moment de blanc dans ma vie pour être sûr de mes choix. Je suis parti vivre en Chine pendant 1 an dans une école de kung-fu. Ah, voilà. Super, ok. Il y a un ancien moine Shaolin qui nous enseignait le kung-fu 8 heures par jour. Ah, super. C'était loin dans les montagnes et tout. Ok. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, c'est vraiment de la kiné que je veux faire, mais c'est pas la seule chose que je veux faire. Ok. Donc, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose dans les tripes que tu avais envie de faire. Ok, super. Trop cool. Et du coup, après la Chine, est-ce que qu'est-ce qu'il y a eu après en fait ? Après la Chine, je me suis rendu compte qu'il y a eu un élément un peu déclencheur en Chine avec la situation des enfants. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je sais pas quoi faire, mais une fois rentré en France, il faudra que je fasse quelque chose. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'ai fini mes études de kiné et je suis allé voir l'UNICEF pour voir s'il y avait moyen d'aider de près ou de loin. Et donc, j'ai commencé à m'engager de plus en plus à l'UNICEF et dans des assos diverses pour défendre les droits des enfants. Ok, super. J'ai vu notamment qu'après, tu avais fait partie de plein d'associations comme du coup l'AFEV, je crois, il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a l'UNICEF donc et d'autres assos, même assos étudiantes, simplement, et même aussi Greenpeace, je crois aussi. Ouais. C'est ça. Ok, super. Vraiment, tu as vraiment le gros panel associatif, etc. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu plus l'élément déclencheur de ton voyage en Chine ? Qu'est-ce qui ça... pour nous recontextualiser un petit peu. Il y a bien longtemps. Alors, il y a une période de ma vie où je vivais à Nice. Okay. Et il y avait pas mal de violence, beaucoup plus que dans l'endroit d'où je viens, qui est le Pays Basque. Et donc je m'étais dit que fallait que je sois en capacité de me défendre. Mais moi, mon truc, c'était le chant, c'était la danse, c'était la guitare et tout. Donc, je me défendais pas beaucoup avec le chant et la guitare, tu vois. C'est ce que tu veux dire. Alors là, je vois. Tu connais ? Je connais bien. Alors là, il y a pas de souci. Et puis, je me suis dit... C'est une autre défense, on va dire. C'est ça, exactement. Mais il y a un moment, je me suis dit, faut que j'apprenne à me défendre. J'ai un copain qui m'avait conseillé le kung-fu. Okay. Et j'ai essayé le kung-fu. Le truc, c'est que j'ai déménagé au même moment. Je suis retourné à Bayonne. Il n'y avait plus besoin pour moi de me défendre. Donc, j'ai fait 3 cours de kung-fu. Okay. Et puis, il y a quelqu'un dans le groupe qui m'avait dit qu'il était parti dans une école de kung-fu en Chine. Un truc improbable avec un ancien moine Shaolin qui apprenait le kung-fu. Et je m'étais dit, un jour, j'irai. Et puis,
La première année de kiné, j'ai eu beaucoup de remises en question. J'ai eu une année assez compliquée et je me suis dit peut-être que pour me remettre vraiment dans les rails, pour prendre un peu du recul, peut-être que c'est maintenant le moment où vraiment ça a du sens dans ma vie de partir, de faire un truc qui me coupe complètement avec toute ma zone de confort et de découvrir autre chose. Je parlais pas anglais, je parlais pas chinois, je faisais pas d'arts martiaux. Ah ouais. Voilà, je faisais plus de sport depuis des années et je me suis dit allez, on y va. Ah là, super, super. Bah, d'ailleurs, moi, ça me fait un petit peu penser à des profils aussi que j'ai trouvé hyper inspirants. Je sais pas si tu connais Justin Vaucolen ou Ouais, Tortuga. complètement, Ah ouais, super. Bah, pour petite anecdote, la première fois que je t'ai vu, tu le ressens déjà physiquement, je trouve. J'ai directement fait le truc et tout. Et ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Franchement, t'aurais dû lancer une chaîne YouTube au même moment. Ça aurait super bien marché. Mais ok, bah, super. Ouais, vraiment, vraiment, moi aussi, personnellement, enfin, cette idée de partir et de tout laisser, enfin pas de tout laisser, mais juste le fait de mettre de côté ton confort que tu as et juste découvrir une nouvelle autre forme de confort, en fait. Je pense que ça doit être ça, parce que quand tu n'as plus rien et que tu te retrouves, je pense au début quand même, tu es assez désorienté, ou tu sais plus où tu es et tout. Ouais, moi aussi, j'ai envie de faire c'est vrai, c'est quelque chose qui tente aussi. Ouais, carrément. Et ouais, même je pense c'est un super bon moyen aussi de se connaître soi en soi. Je pense que ça peut être top. Et voilà, même on voit directement sur toi que du coup, rien que cet élément déclencheur, ça t'a donné du coup envie après de t'engager. Ouais, donc voilà, donc le voyage en Chine, c'est l'élément donc déclencheur qui t'a... Ouais, ça a été un gros élément qui a changé aussi ma façon de voir les choses, de voir les épreuves. Tu vois, je suis sauveteur côtier aussi et j'avais l'habitude dans mes entraînements d'avoir l'impression de me battre contre moi-même. De me dire t'es nul, va plus loin et tout. C'était ce qui motivait. Et quand je suis allé en Chine, mon maître de kung-fu un jour m'a dit sois sympa avec toi-même, sois bienveillant avec toi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les efforts, si j'arrivais à être bienveillant avec moi-même, à me dire ok, genre j'ai le droit d'échouer parfois, j'ai le droit de pas y arriver. J'ai le droit de donner de mon mieux, tu vois, de vraiment m'y mettre à fond et d'échouer. J'ai le droit aussi parfois de ne pas avoir la foi. J'ai le droit de ne pas avoir suffisamment de motivation. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que je ferai mieux après. Mais il faut rester motivé. Ouais, c'est ça. Ça me fait un petit peu penser à un principe un peu philosophie, etc. Ça fait un peu penser au stoïcisme en soi, un peu. En soi, le fait de rester... Ouais, je sais pas moi personnellement comment j'ai compris le stoïcisme, mais moi je vois ça comme quelque chose qui te maintient sur le long terme en fait. Et peu importe, t'auras pas des hauts, des bas, etc. et tout. Enfin, si tu les as, pardon, mais je sais pas ce que je veux dire, mais c'est rester toujours focus et peu importe les épreuves. Faut être bienveillant avec soi-même. Je pense que ça permet de réguler un peu ses émotions, de ne pas avoir d'excès. Puis ça permet de différencier aussi ce qui dépend de nous et ce qui dépend clairement pas de nous. Et donc, c'est ça. Pour lequel il n'y a pas besoin de se morfondre ou de s'angoisser. Ouais, carrément. Ah, super. Est-ce que du coup après tu t'es engagé à l'UNICEF, donc directement après tu étais revenu à Bordeaux ou du coup tu étais sur Bordeaux déjà quand tu es parti en Chine, oui c'est ça. Ok, super. Et donc déjà après tu avais aussi quand même cet engouement un peu associatif au sein du coup de tes études de kiné. Et après, la passerelle, du coup, c'est faite avec du coup, les assos kinés et ensuite l'UNICEF, ou tu as fait les deux en même temps? J'ai commencé avec les assos kinés. Quand je suis sorti du concours de PACES, donc que je suis arrivé en kiné, je me suis dit, je ne ferai pas d'asso, jamais. Parce que je trouve ça génial, les gens qui s'engagent et tout. Mais moi, j'ai d'autres projets, j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Voilà, tranquille. Et puis, je me suis rendu compte en arrivant en kiné qu'en fait, les étudiants en kiné payaient de façon très éparse des frais de scolarité qui étaient parfois très importants et qui dépendaient simplement de l'engagement ou du désengagement du conseil régional. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des étudiants qui n'avaient pas les moyens même de contracter un prêt et donc qui avaient leur concours et qui n'avaient pas la possibilité financière d'arriver en kiné. Je trouvais que c'était horriblement injuste et donc avec un groupe d'amis, on s'est dit il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et moi, je voulais pas m'engager, mais ils m'ont dit qu'eux avaient besoin de quelqu'un qui savait écrire pour être attaché de presse de cette fédération-là. Voilà, donc je me suis dit, ok, ils ont mis un moment à me convaincre, mais j'ai fini par dire, ok, je veux bien. Et j'y connaissais pas grand-chose à la presse à ce moment-là. Je découvrais tout. Je savais pas ce que c'était qu'un communiqué de presse, je savais pas ce que c'était qu'un dossier de presse, une conférence de presse et tout. Mais
le truc, c'est qu'un jour, on m'a dit, voilà, Yann, il y a une situation compliquée là. Pour demain, il nous faut un communiqué de presse. Il faut que ce soit relayé partout. Il faut qu'on soit crédible et tout. Donc, j'ai regardé sur Internet comment donner un communiqué de presse. Je me suis entraîné. J'ai passé mes nuits à écrire. Et donc, j'ai découvert les relations médias par ce prisme-là. Ok, d'accord. Voilà, ça a bien marché, en fait. Ils m'ont recruté dans la Fédération nationale d'étudiants en kiné. Oui, c'est ça, ok. Ouais, parce que j'avais vu qu'il y avait... il y a une différence. Ouais, j'avais mis ASO kiné national et NA, c'est ça, ok. Et Nouvelle-Aquitaine. Ok, du coup, tu as fait partie, du coup, c'était au départ que Nouvelle-Aquitaine et ensuite, du coup, tu es allé dans les ASO nationales, en fait, c'est ça. C'est ça. Ok. Du coup, toujours porté du coup par le fait donc que c'était un mouvement en soi un petit peu. Enfin, c'est pas un mouvement social, mais juste être voilà J'ai du mal Ouais, il y a à un trouver côté le mot. social, un côté militant aussi. Mais voilà, militant, Ouais, c'est le mot exactement que je cherchais. Ouais, C'est le complètement. mot que je cherchais. Mais ouais, du coup, ouais, vraiment, ça t'a vraiment du coup ça qui a eu cette fibre un petit peu associative et le fait d'avoir envie de t'engager contre. C'est vrai que moi je trouve ça aussi aberrant de payer des. Enfin, des frais de scolarité qui discriminent aussi, qui ouais, fait c'est qu'il y clair. a une injustice sociale, quoi. C'est clair, exactement, même pour les écoles privées. Ouais, et complètement. Ouais, je trouve ça un petit peu. Après, voilà, c'est un autre fonctionnement, mais ouais, il y a clairement une égalité par rapport à ça, et ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que ça me faisait aussi penser à ça, même dans les écoles de journalisme, etc. et tout. Du coup, notamment, j'en profite aussi pour en parler qu'il y a une prépa spécialement pour les étudiants qui sont boursiers, qui veulent faire du journalisme, qui s'appelle La Chance. Okay. Voilà, c'est pour ça on enregistre l'épisode au club de la presse, donc c'est pour ça là j'ai vu l'affiche, ça m'a fait penser à ça direct. Je me suis dit bon, faut le passer, mais ok, voilà. Bon, voilà, petite parenthèse fermée, et donc voilà, ok, donc il y avait toujours voilà, donc cet esprit associatif au niveau d'un militant, etc. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose que t'aimes bien, c'est la musique, non? Ouais, complètement. Complètement, ça m'a porté depuis longtemps, ça. Pour le coup, une petite anecdote, quand j'étais petit et que j'étais malade, je chopais des grippes tous les ans. Okay. Et la seule chose qui me faisait sortir du lit, c'était de chanter. Okay. Et quand je chantais, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est probablement que je me sentais un peu mieux, quoi, mais en fait, à chaque fois que je me mettais à chanter, je me sentais moins mal, j'avais moins besoin de médoc et j'avais un petit peu moins de fièvre. Alors... peut-être que c'est simplement que je m'éclatais tellement que... ouais, c'est ça. Il y a eu un taux de dopamine dans le cerveau et en fait, après, ça te fait allumer. C'est une explication en soi. Ouais, c'est clair. Puis ça m'a porté après... Tu sais, quand t'es un peu artiste au collège, au lycée, c'est pas toujours évident. En fait, tu t'ouvres à un moment où les autres se créent une armure artificielle. Donc, alors là, je vois tellement. Et toi, tu te dénudes un peu, tu vois. Tu commences à aller un peu sur les réseaux, à demander des avis parce que tu sais pas ce que ça vaut, ce que tu fais. Carrément. Et donc, tu t'exposes encore plus. Et là, la musique, à la fois, c'est quelque chose qui te rend un peu différent quelque part, qui t'expose. Ouais. Et d'un autre côté, c'est un exutoire qui te permet de relâcher la pression par rapport à la pression par rapport aux contraintes que tu as. Ça fait un équilibre en fait. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais, carrément. Là, je vois tellement ce que tu veux. Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else, far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone, but I'm just afraid. I refuse to fix the problem and I think I can carry on. C'est clair. Et puis ça permet de se découvrir soi-même aussi. Ouais, clairement. Puis ouais, même, je pense aussi de se découvrir soi-même, même dans le type de musique que tu écoutes, etc. et tout. Après, tu te construis déjà une construction musicale aussi, je trouve ça important aussi, etc. Et ça veut vraiment dire, ça montre qui tu es aussi, je pense. Ouais. Et après, voilà, je peux faire trop de stéréotypes. Tu peux écouter plein de choses. On est à l'ère des playlists et tout. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment... Voilà, je sais que moi, ça m'a vraiment appris à me... Je crois que c'est la première chose qui m'a vraiment... qui m'a fait comprendre qui j'étais. En fait, voilà, la musique et le type de musique que tu écoutes. Voilà. Toi, c'était quoi le type de musique que tu écoutais un petit peu? Qu'est-ce qui te faisait un peu kiffer? Moi, quand j'étais... au début, quand j'ai commencé la musique, ce que j'aimais, c'était les beaux textes. Ok. Voilà, j'étais dingue de chansons à texte. Okay. Donc pour moi, Jacques Brel, c'était mon dieu à moi. Voilà. Je priais Jacques Brel cette fois par jour. C'est pareil. C'est vrai. Ah ouais. Et puis j'étais fan de violon. Voilà, okay. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été dingue de violon.
Et donc, il y avait des sonorités. Dès qu'il y avait du violon, voilà. Quand j'étais petit, ça me transportait. Ok. Puis après, je me suis vachement ouvert parce que j'ai commencé à écouter de plus en plus de choses. Et en fait, tu as des éléments qui sont hyper intéressants dans des types de musique hyper variés. Ouais. Et tu t'aperçois que les compositeurs qui vraiment t'inspirent souvent vont piocher un peu à droite à gauche. Exactement. Et tu comprends leurs inspirations au fur et à mesure que tu c'est t'ouvres. ça. Mais c'est ça. Mais alors là, tout à fait. Je suis en train du coup d'écrire un épisode d'un concept qui sortira bientôt. Je n'en dis pas plus. D'accord. Mais voilà. Pas de spoil. Et justement, je suis en train de faire des grosses recherches sur un artiste en particulier, etc. Et ouais, c'est ça. Ça pioche à droite à gauche en fait. Même on voit souvent qu'il y a un élément central. Il y a un déclic avec un compositeur ou un producteur ou un musicien ou un artiste. Et après, voilà, il y a un déclic avec quelqu'un. Et puis après, c'est ta créativité qui parle. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu Donc, cherches des inspirations. c'est ça. Du coup, toi, au début, c'était Jacques Brel. Et ensuite, après, tu as eu quoi comme inspi C'était Jacques Brel. Je pense que ce qui m'a permis de m'ouvrir beaucoup, c'est qu'il y a... Donc, quand j'avais 12 ans, je crois, à une année près, quand j'avais 12 ans, je suis allé faire un casting pour un projet qui s'appelait L'Homme de l'année. C'était à Cannes. Et en fait, c'était un groupe... ils faisaient un casting pour sélectionner un groupe de jeunes artistes, ados, voilà, pour créer un spectacle sur Jacques Brel. Oh, alors là. Et donc, c'était un truc de fou. Moi, je me suis dit, allez, j'y vais. Voilà. Et il y avait des ambiances et des univers qui étaient tellement différents dans les gens qui venaient postuler que on a un peu adapté certains textes. On n'a pas changé les textes, mais on a changé l'orchestration parfois, on a changé le rythme, on a changé, voilà, en gardant les mots. Et puis on a rajouté de la danse derrière, on a rajouté des choses. Et je me suis dit qu'on pouvait utiliser des écrits ou des chansons sans les débaucher. Voilà, en les utilisant, en les transformant un peu, mais avec le souci de ne pas débaucher l'intention de l'artiste. Ouais, c'est ça, ok. Et donc, c'est ça qui m'a permis aussi de m'ouvrir à tout ça. Ouais, carrément. Ouais. Du coup, il y avait plein de personnes qui avaient des types de musicalité, enfin des aspirations musicales différentes, etc. C'est clair, des influences hyper différentes. Ah, ok. Il y avait quoi, par exemple Il y avait des trucs. J'avais un copain qui avait un style très, très reggae. Donc, c'était très étonnant à entendre. Il y avait une copine qui faisait que du rap. Ok, trop cool. Et ça s'y prête en fait, les textes de Jacques Brel. Les textes, c'est ça. Ça s'y prête. J'avais une copine qui à l'origine était que danseuse. Ok. Et donc, elle n'arrivait pas à vraiment chanter, parce que ce n'est pas tellement son domaine. Et en fait, le fait de les incarner par la danse, au fur et à mesure, elle s'est prise, elle l'a pas fait pour la représentation, mais elle s'est prise à chanter aussi, à se dire, ok, c'est une autre façon d'exprimer les choses. Ouais, c'est ça. Et ça a rejoint tellement d'univers qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir. Mais c'est ça. C'est ça. Autour d'un artiste. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Moi, je trouve ça fou comment l'art, ça peut rapprocher tellement de monde et ça peut tellement dire de choses. En fait, je trouve ça c'est un pouvoir énorme. C'est un pouvoir énorme. Enfin, moi, c'est... Et chaque jour, t'en apprends plus. Chaque jour, tu fais des nouvelles découvertes musicales ou même en termes d'orchestration ou juste d'écriture. Et moi, je trouve ça m'ouvre beaucoup. Ça m'étonne pas. C'est une forme d'information en soi qui est très différente des autres, mais je trouve que ça fait beaucoup réfléchir et c'est hyper pas gratifiant, mais ça fait beaucoup réfléchir et ça te fait vraiment te sentir super bien, quoi. Et puis ça te permet de vivre des choses que tu n'aurais jamais vécues en dehors, quoi. En termes de sensations, mais en termes d'expérience aussi, quoi. C'est vrai que, tu vois, par exemple, là, pour le spectacle sur Jacques Brel, le jour du spectacle, il y avait la fille de Jacques Brel, France Brel, qui était là, qui est venue nous voir à la répétition, qui est venue nous voir en coulisses avant le spectacle. Petit coup de stress. Et qui était là pendant le spectacle. Donc moi, j'étais paniqué. Moi, c'était la fille de mon héros, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des expériences que tu n'aurais jamais vécues en dehors, tu vois. C'est clair. Mais c'est ça, ça rapproche tellement de monde et je trouve ça top. Et du coup ensuite avec donc cette passion de la musique, j'ai vu que tu avais créé donc une association autour de la musique, Atlas Prod, Atlas Production. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? En fait, tu vois, un peu pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'adolescence, qui est un moment où on se découvre et puis on s'expose quand on est artiste. Les artistes ont tendance à être beaucoup plus exposés au harcèlement scolaire, au cyberharcèlement. Au harcèlement scolaire parce que tu es un peu différent, parce que tu oses mais tu sais pas trop. Et puis au cyberharcèlement parce que tu as tendance
à mettre tes vidéos sur Internet, à demander des avis, et donc t'es exposé beaucoup plus vite que les autres, quoi. Moi, je comprends pas comment tu peux juste critiquer une personne parce qu'elle est différente. Ouais, c'est sûr, c'est clair. C'est clair. C'est un puits de richesse, quoi. Mais, ouais. Mais bon. C'est pour ça que souvent, il y en a qui se laissent entraîner dans un engrenage de harcèlement, parce que souvent, les jeunes et les enfants comprennent même pas que ça puisse être possible, quoi. Ouais. Ils arrivent dans un système où ils sont victimes de quelque chose qu'ils comprennent pas trop, qu'on a tendance à sous-estimer, on a tendance à se dire non mais c'est rien, ça va passer. Et puis on se rend compte qu'en fait c'est simplement une petite différence qu'on n'avait même pas analysée au début, qui fait que voilà, c'est la source d'autant de situations. Tout petit truc peut être la source de plein de choses. C'est clair. C'est fou. Et puis on s'est dit avec un groupe d'amis qui sont artistes aussi, qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre, qui font du dessin, certains. On s'est dit on a tous de près ou de loin, tu vois, que ce soit nous, que ce soit des très très proches, on a tous vu ou vécu du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement. Okay. Et ça ne nous va pas, quoi. Et ok, ça pourrait juste ne pas nous aller et on pourrait ne rien faire, mais si on veut espérer que ça change, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors on n'est pas avocat, on ne va pas défendre les gens, tu vois, on n'est pas député, on ne va pas voter des lois. Mais nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, c'est la scène, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est les planches. Ouais. Et donc, on s'est dit, on va utiliser les planches pour porter la voix de ces enfants-là. Okay. On va utiliser les planches pour accueillir beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs politiques, médiatiques, artistiques et autres, pour essayer de mettre tout le monde autour d'une table ou au moins d'une scène et qu'on puisse en discuter, qu'on puisse sensibiliser les enfants, qu'on puisse lever des fonds pour mettre en place des actions contre le cyberharcèlement et contre le harcèlement scolaire. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment ce projet, je ne savais pas du tout en fait. C'était vraiment à la base du coup cette problématique du harcèlement scolaire, etc. C'est à la base en fait d'Atlas Productions. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Okay. C'est ça, c'est le fait de... En fait, il y en a beaucoup dans l'asso, avant que ce soit une asso, c'était simplement un groupe d'amis. On s'est rendu compte qu'en fait, pendant une grosse partie de notre scolarité, pour beaucoup, on était seul artiste dans notre bande d'amis, entre guillemets, et donc on n'était pas unis en tant qu'artiste. On ne comprenait pas que ça pouvait être pour ça qu'on subissait des pressions ou autre, ou des discriminations. Et on s'est rendu compte qu'en rencontrant d'autres artistes, en fait, le fait d'être soudés, le fait d'avoir des groupes d'artistes, ça nous permettait d'être beaucoup moins vulnérables, en fait. Ouais, c'est ça. De pas ça montre une certaine force, en fait. C'est ça. De ne pas prêter attention aux critiques ou autres, et de se dire que c'était simplement des points de vue divergents. Que, voilà. Mais, et ça nous a permis, en fait, de transformer aussi, quand on était dans notre scolarité, ce qui était à l'origine, pour certains, des violences ou du harcèlement. Ils ont réussi à changer en se regroupant cette violence ou ce harcèlement en curiosité et puis en intérêt parfois de la part de ces jeunes qui en fait comprenaient pas trop qu'on puisse être différent, quoi. Ok, super. Et donc en fait maintenant Atlas Productions du coup c'est aussi j'ai vu que vous avez fait du coup les voix de la Nouvelle-Aquitaine, etc. Ouais. Du coup ça rejoignait toujours cette problématique du harcèlement ou c'était juste de la prod ou c'était quoi? Ouais, ça rejoint cette problématique-là. Ok, d'accord. En fait, on s'est dit, faut qu'on fasse de la scène, faut qu'on fasse de l'événementiel pour porter tous ces droits des enfants et en particulier lutter contre le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. On s'est dit, on va faire en sorte qu'on puisse aller dans toute la région. Voilà. Nous, on vient de Nouvelle-Aquitaine pour la majorité. On va essayer d'aller dans toute la région de Nouvelle-Aquitaine. Puis on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir faire comme type d'événement. Et on s'est dit, mais en fait, on est artistes, on aimerait bien aussi donner leur chance à des gens qui sont dans des endroits où il n'y a pas forcément énormément d'événements, énormément de scènes et tout. Donc on va faire un petit... exactement. Donc on va faire un petit concours de chant. Enfin, au début, c'était un petit concours de chant, tu vois. Et puis, on s'est dit, non, il faut qu'on fasse un grand concours. Il faut qu'on fasse un grand concours, on leur fait vraiment gagner des choses, on leur fait vivre un moment incroyable. Ouais. On a, pour beaucoup, des passionnés de chant, de musique, et on a l'habitude des concours de chant. On sait dans quels écueils on peut se trouver quand on crée un concours, et donc ça nous a permis de ne pas y tomber. Donc on fait un concours qui est hyper porté sur le fait que les gens se sentent bien. On fait des balances, donc des essais de micro, de son, de tout ça, de voix, qui sont hyper poussés. On prévoit 10 à 15 minutes par chanteur quand ils viennent faire les balances. Donc ils ont un voire deux morceaux, ils ont le temps de le faire 2-3 fois, de reprendre. L'animateur, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui connaît, qui les met à l'aise,
qui leur montre un peu la scénographie qu'on va avoir. Ok. Et il est prof de chant aussi. D'accord. Donc, il permet de les aiguiller si jamais ils ont un petit coup de pression et Ouais, que ouais. pendant les balances, ils n'arrivent plus à placer certaines notes ou quoi. Ouais. Ah, le stress. Voilà, c'est ça. Ouais, j'imagine. C'est arrivé dès la première. Et tu vois, une anecdote, c'est la première demi-finale du concours. Ouais. Il y a une jeune fille, c'était sa première fois sur scène. Ok. Elle chantait très bien, Ouais. mais le truc, c'est qu'elle arrive sur scène, elle était paniquée. Et il y a des notes, le début du refrain, c'était systématiquement, la première note était systématiquement fausse, alors qu'on savait très bien qu'elle pouvait la faire. Ouais. Elle avait une bonne oreille et tout. Ouais. Et simplement, la pression, le track, ça faisait qu'elle n'arrivait pas à choper la note. Et alors, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on a réussi à instaurer un côté bienveillant dans l'atmosphère du concours. Ouais. Tous les autres candidats sont venus étaient à côté, hyper bienveillants pour l'aider à lui donner la note et tout. Elle a fini par choper la note. Et donc, l'animateur qui était là, qui est Loïc Etcheverry, qui est un ami de longue date, qui l'aidait aussi à prendre confiance, à prendre la note, à avoir un suivi et tout. Et quand elle est arrivée sur scène pour le concours, nickel. Pas super. un problème. Ah, super. Voilà. Donc, le but aussi, c'est qu'ils le vivent bien. Ouais, c'est clair. Et on voit qu'il y a une profondeur dans ce concours de chant qui est assez incroyable parce qu'ils font corps avec la cause qu'on défend. Voilà. Et c'est ça qui nous a beaucoup touchés aussi dans l'équipe. Ok, ça marche. Et du coup, le dernier concours, c'était quand déjà ? On a terminé le dernier concours au mois de juillet dernier. Ok. Voilà, juillet 2022. Là, on a lancé les castings de la 2e édition. Ok. On les a clos à la fin du mois d'octobre. D'accord, ouais. Et là, en février et en mars 2023, on a les demi-finales qui vont arriver. D'accord, dans chaque département. C'est sur le long terme en fait, c'est ça. Ouais, okay. Exactement. Ok. On met quasiment 1 an pour une édition. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Bah, je trouve ça top même de le faire sur le long terme. Ça permet d'avoir un accompagnement aussi. Je trouve ça top. C'est pas juste quelque chose comme ça succinct. En fait, c'est vraiment une sorte d'accompagnement sur 1 an et tout. Je trouve ça top. Même ça peut leur permettre de créer un réseau et tout. Ouais. Et puis même toujours cet effet de groupe, en fait, le fait de voir qu'on est à plusieurs en train de faire de la musique et tout, et qu'on est un peu différents et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça aide beaucoup. Personnellement, je pense que vraiment le concept est super top. Vraiment ça leur a beaucoup plu. Et puis on s'est dit dans les jurys, il faut avoir des professionnels de la chanson. Pour un concours de chant, c'est évident. Mais on s'est dit, on va accueillir d'autres personnes. On va accueillir des personnes qui sont programmateurs ou programmatrices dans des salles de spectacle. Okay. Parce que quand tu es artiste, c'est bien d'avoir l'aval de tes pairs, mais si tu peux passer dans une salle de spectacle, c'est quand même pas mal. Ouais. Si tu peux passer dans un média, c'est quand même pas mal que les gens qui travaillent dans les médias puissent te donner leur avis. Ouais. Et donc, il y a des personnes qui viennent de médias qui sont dans les jurys. Il y avait une personne de Sud-Ouest qui était là, par exemple, pour la finale. Ah, super. Donc, voilà. Ça permet de leur faire un rayonnement sur le média et tout. Je trouve ça top. Ne vous inquiétez pas, si les auditeurs entendent du bruit, c'est que il est. Ah non, le match n'a pas commencé encore. C'est vrai. Le match n'a pas commencé, il commence dans 3 minutes. Voilà, on est le 10 décembre et du coup voilà, c'est la France contre. Ah merde. C'est une bonne question. Si, la France contre. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas l'Angleterre à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est ça, la France contre Angleterre. Alors que je suis pas du tout. Pareil. Mais bon, c'est un petit aparté. Donc voilà, pourtant la salle est bien insonorisée, mais bon. Ouais. Trop de motivation dehors. Ouais, c'est ça, il y a trop de motivation. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être tu nous as expliqué du coup comment la vie associative s'était immiscée du coup dans ta vie et tu nous as un peu raconté comment la musique aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu plus en détail la musique, comment toi tu l'as perçue? Parce qu'en faisant mes petites recherches, j'ai vu que tu avais composé, non? Il y a une vidéo de toi où tu chantes une compo et tout. C'est vrai, j'ai retrouvé ça. C'est beau, ça remonte. Hein. Ouais. Ça remonte. Il y a 11 ans, je crois. Ouais, c'était il y a même plus que ça. Elle a été publiée il y a moins longtemps, mais j'avais 14 ans à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. J'ai 27 ans, donc elle a 13 ans, cette vidéo. Un peu plus de 13 ans. C'était... Ouais. Et en fait, il y a un truc marrant dans cette vidéo-là en particulier, c'est que cette vidéo-là, elle a été prise pendant un concours de chant. Ok, qui a été... Et sous cet enfer, jamais découvert, sous cet astre solaire qui est bien trop éphémère, pour l'instant prospère en tant qu'unique lumière. Je fuis toutes ces ignominies, je fuis cette vie, je fuis ces nuages, cette cage, je fuis. C'est une vidéo
qui est assez improbable parce qu'effectivement, c'était un concours de chant qui se passait à Nice. Ouais, J'avais c'est ça. 14 ans. Je n'avais pas prévu de le faire particulièrement parce que j'habitais plus à Nice à ce moment-là. Et en fait, la personne qui faisait ce concours, c'était Loïc Etcheverry, qui est donc l'animateur là, l'animateur du coup. du concours de chant Les Voix Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un ami très très proche, c'est comme un frère quoi, pour moi, et qui est chanteur aussi. Et il y a deux choses dans cette vidéo. Il y a cette rencontre avec Loïc qui est assez improbable, parce qu'elle ramène au début, à mes premiers pas sur scène. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait mon premier spectacle solo dans une petite salle à Nice. Et j'avais collé les affiches, j'étais allé, j'avais tracté, petit tout le machin. communicant, déjà. Exactement. Tu vois, j'avais découvert ça à ce moment-là. Et trop je m'étais dit, bon, il faut qu'il y ait quand même du monde. Et en fait, Loïc, on ne se connaissait pas à ce moment-là. Ok. Et il y a des gens qui lui ont dit, c'est incroyable, il est plus jeune que toi, mais on dirait toi au même âge et tout. Voilà, faudrait vraiment que tu ailles le voir et tout. C'est improbable. Et donc, il est venu me voir avec deux personnes qui travaillaient avec lui à ce moment-là. Et il est venu me voir et tout de suite, ça a vachement matché. Ouais, parce que je pense qu'il se reconnaissait en moi et je me reconnaissais en lui. Et donc, il y a eu une espèce de fraternité qui s'est créée. Il m'a fait venir sur ses spectacles après et tout. Et puis, quand on a continué à faire du chemin, lui, il a monté ce concours de chant. Et sur le moment, je ne sais plus pour quelle raison, j'avais prévu de faire une compo. J'avais prévu de faire une reprise plutôt. Et en fait, sur le coup, il valait mieux, je crois, pour le concours ou pour je ne sais plus. Mais enfin, au dernier moment, mais genre peut-être 1 heure avant de monter sur scène, 1 heure. On m'a dit, ouais, mais c'est pas lui qui me l'avait dit, mais on m'a dit, ce serait quand même peut-être mieux si tu faisais une compo et tout. Est-ce que tu n'aurais pas une compo? Et alors moi, je venais de finir une compo qui était fraîche, mais qui n'était pas du coup très travaillée. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je vais la tester, je vais voir ce que ça donne. Et donc, je suis arrivé avec ma petite guitare et j'ai fait ma petite compo qui venait de sortir. Est-ce qu'il y aura des problèmes de droit d'auteur sur la... Mets un petit extrait non, ou pas? Du tout. Ok, top. Pas Bon, du tout. Petit extrait alors. Ok, Sous ce pauvre ciel qui pleure sur notre vie, sous tant de ribambelles qui masquent notre ennui, sous toutes ces saisons qui rythment notre vie, si peu de passion qui rythme nos envies, sous cet astre lunaire qui éclaire nos nuits, comme ce doux air qui s'abandonne au bruit, je fuis toutes ces ignominies, je fuis cette vie, je fuis ce ciel ces ribambelles, je fuis pour que ma vie soit plus belle, je fuis ces pleurs et ces douleurs, je fuis pour ne plus avoir peur. Sous tant de nuages, voilant notre lumière, sous tant de lumière, voilant notre univers, sous ce paradis que jamais on ne vit, et sous cet enfer jamais découvert, sous cet astre solaire qui est bien trop éphémère. Ok, super pour ce petit souvenir. Est-ce que du coup maintenant t'écris, tu chantes encore aujourd'hui ou pas? Ouais, j'écris toujours, je chante toujours. C'est quelque chose c'est probablement la seule chose que j'ai pas arrêté quand je faisais mes concours de PACES. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi. Okay. Et j'ai pas forcément besoin de le montrer tout le temps. J'adore monter sur scène, c'est quelque chose qui me fait kiffer incroyablement. Mais c'est vraiment dingue. Ouais. Mais je peux continuer sans monter sur scène. Tu vois, c'est pas vital. J'adore ça, mais c'est pas vital. Par contre, je peux pas continuer sans écrire et sans chanter. Et donc là, en ce moment, je monte plus trop sur scène parce que je fais en sorte que les autres montent sur scène. Ouais, c'est ça. Je suis pas à la même place, mais les deux me vont. Et je pense que je remonterai sur scène plus tard. mais par contre, je continue d'écrire, je continue de composer. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter un petit peu ta journée type, même si je pense que ça ne doit jamais être la même chose? Non, les allers-retours entre la métropole girondine et la capitale. C'est vrai, c'est jamais la même chose. Alors, c'est compliqué de trouver une journée type, mais comme j'ai pas vraiment de journée type, je te propose de raconter un peu la journée d'aujourd'hui. Eh bien, carrément. Voilà. Allez, on ferme les yeux, on s'imagine. Alors, aujourd'hui, c'est une journée, pas vraiment particulière, mais c'est difficile
C'est difficile à mesurer parce que c'est une nuit où j'ai pas dormi, ça arrive de temps en temps. Et donc, j'avais un programme qui, la journée d'hier s'est enchaînée sur la journée d'aujourd'hui. Ok. Mais si on admet que la journée d'aujourd'hui a commencé à minuit, Ouais. à minuit, j'étais en train de travailler sur le projet des Voix de Nouvelle-Aquitaine pour la 3e édition. Donc, pas celle qui est en train de se faire, mais celle d'après. Celle d'après, ok. Voilà, où on va développer donc l'édition en Île-de-France aussi. D'accord, ok. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on développe dans des super. endroits magnifiques. Vraiment, on a des lieux incroyables avec d'autres choses qui arrivent. J'ai bossé là-dessus jusqu'à 2h, 2-3h du matin. Et puis après, je fais quelque chose qui n'était pas forcément très rigolo. J'ai fait la compta de l'assaut. Voilà, bon, il faut le faire. faut bien le faire. Hein, voilà. Okay. Voilà. Je me suis rendu compte dans la nuit aussi que j'avais oublié de manger depuis un moment. Ah. Donc je me suis fait des pâtes en plein milieu de la nuit. Voilà. C'est la recette du. Les pâtes, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une super invention. Mais... voilà, le créateur des pâtes, si tu nous écoutes, merci à toi. C'est clair. C'est clair. Et puis après, vers 3-4 heures du matin, je me suis mis à écrire un peu. Okay, parce que c'est une période de la nuit. Souvent, je suis réveillé vers 3-4 heures du matin. Souvent, je me lève vers cette heure-là. Et donc, souvent, je commence à écrire. Donc là, comme j'étais déjà réveillé, j'écris un peu. Okay. En mode journaling un petit peu ou... En mode, ça dépend. Soit c'est des chansons qui finissent la moitié à la poubelle, hein, mais il y en a qui finissent jamais en musique. Soit c'est simplement, j'ai une petite recette pour m'apaiser un peu. C'est que je prends un carnet, genre brouillon, tu vois, que je relirai jamais. Et je m'engage à ne jamais le relire parce que comme ça, je m'engage à ne jamais me juger. À jamais voir, à me dire, tiens, ça c'est pas bien et tout. Juste, je prends un crayon gris, parce que c'est plus rapide pour écrire, et j'écris ce qui me passe par la tête. Tu vois, voilà, ça me permet de me vider un peu l'esprit, sans aucun jugement, et personne ne le lira jamais, c'est pas fait pour, mais moi non plus. Voilà, donc je laisse ça au Yann du passé, tu vois, quelque part, ou du présent, en quelque sorte. J'avais jamais entendu ça. Enfin, et c'est pas mal comme outil. Super idée. Et après j'ai fait un peu de rangement, un peu de ménage, parce que j'ai une amie que j'héberge qui vit chez moi quand je n'y vis pas. Ah, ok, voilà. D'accord. Et puis, vers 5h du matin, il était temps de se bouger, parce que moi, j'avais mon train. Après, j'étais à Paris ce matin. Du coup, voilà, j'avais mon train pour arriver à Bordeaux. Donc, il était temps de se bouger. J'étais déjà en retard. Voilà, donc un peu le speed. Je suis arrivé tout juste dans le train. C'est-à-dire qu'ils ont fermé les portes juste derrière moi. J'ai vu la petite story. C'était incroyable. J'ai failli rater mon train pour la 15 millième fois de la semaine. Je suis arrivé à Bordeaux vers 8h. Et après, je suis arrivé à l'UNICEF le plus vite possible. Parce qu'on avait une petite journée avec les jeunes ambassadeurs, donc des jeunes de moins de 26 ans qui représentent l'UNICEF, qui portent l'UNICEF au sein de leur école, leur collège, leur lycée, leur école d'enseignement supérieur. Voilà. Donc là, j'y allais pour leur montrer un peu ce qu'on pouvait faire quand on s'engageait en tant que jeune, pour leur montrer un peu mon parcours aussi à l'UNICEF, voir un peu, essayer de répondre aussi à leurs questions, voilà, de leur montrer comment ça se fait que je me sois occupé à un moment ou à un autre de la communication de l'UNICEF en Gironde, en Aquitaine, comment je me suis retrouvé à être secrétaire général de l'UNICEF Aquitaine, comment je me suis retrouvé à devenir administrateur de l'UNICEF France. Ce sont des choses qui suscitaient quelques questions, donc c'était l'occasion de... Carrément, alors je me faisais exactement la réflexion, je dis, mince, on n'a pas reparlé. C'est quand même dommage. Mais oui, du coup, comment j'ai pas envie de dire gravi les échelons, mais comment du coup tu as eu ces différents postes au sein du coup de l'association, comment ça s'est passé? Parce que du coup, c'est juste après ton voyage en Chine, du coup, que tu t'es engagé à l'UNICEF. Ouais. Et du coup, après, comment ça s'est passé un petit peu avec l'UNICEF, du coup? En fait, je suis arrivé... J'avais fait des relations médias pendant un moment avec les assos étudiantes. C'est ce que je connaissais le mieux, c'est ce que j'aimais le plus, les relations médias, les relations avec les politiques. D'accord, mais je ne suis pas venu à l'UNICEF pour faire ça. En fait, je suis venu avec mon expérience, mais je voulais faire tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il se trouve que la personne qui gérait la communication à ce moment-là était pas forcément hyper dispo, parce que c'était une période un peu particulière de sa vie, donc on m'a demandé de lui filer un petit coup de main. Et puis finalement, il a fallu pour la suite de sa vie professionnelle s'éloigner de la Gironde et donc du comité. Et donc j'ai repris cette fonction-là de communication. Un peu plus tard, ça se passait assez bien. Un peu plus tard, on m'a proposé de devenir secrétaire général pour
pour faire en sorte qu'il y ait aussi des jeunes qui soient à la gouvernance, qui soient D'accord. porteurs de projets Ok. et qui puissent donner un avis du point de vue aussi de notre génération, de notre expérience, de tout ça. Voilà, qui soient vraiment ancrés dans le concret et dans l'exécutif quoi, du comité. Donc là, j'ai fait pas mal d'événementiels, j'ai porté pas mal de projets. On a dynamisé la communication aussi interne avec les jeunes, avec l'ensemble des réseaux bénévoles. Et puis, j'ai été contacté au bout d'un an, un an et demi, je dirais, par la vice-présidente de l'UNICEF France, à l'époque, Ok. voilà, qui m'a demandé si j'avais imaginé ou pas m'intéresser au conseil d'administration un jour. Et voilà, poser la question simplement de façon ouverte, quoi. Ok. Et je me suis posé la question, et puis je me suis dit, bah, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Ouais, carrément. Voilà. Let's go, quoi. Voilà, let's go. Ouais. Et puis, j'y suis allé, j'ai déposé ma candidature. J'ai demandé un peu l'avis des autres du comité, de ma famille. Ils m'ont tous vraiment encouragé. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais tenter le truc. Et puis, quand je suis arrivé devant l'Assemblée générale, où il fallait se présenter en 3-4 minutes et dire pourquoi nous, je me suis rendu compte qu'en fait, les autres qui postulaient avaient un CV incroyable et je me suis senti tout petit. Et en fait, je me suis dit, juste, j'avais préparé un discours. Ok. Et au moment de monter sur les marches, Tu t'es dit, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Ok. Je vais changer de discours. Je vais pas essayer de me comparer parce qu'en vrai, mon CV, j'avais quoi, 26 ans peut-être à l'époque. Les autres avaient une carrière très aboutie, une carrière remarquable, toutes et tous. Et donc, ça n'avait aucun sens de me comparer en vrai. Donc, j'aurais juste dit pourquoi je m'étais engagé à l'UNICEF. Pourquoi c'est quelque chose qui m'importait aussi de faire partie du conseil d'administration. Pourquoi je voulais porter aussi voilà, ce en quoi je croyais et pourquoi je voulais défendre les droits des enfants aussi par ce biais-là. Ok. Et en fait, Juste en étant j'étais toi-même, juste t'as en juste étant parlé. Ok. c'est ça, juste en étant complètement sincère et voilà, c'est ça, sans forcément de préparation ou de polissage. Ouais, Je me suis dit, bah, il y a vraiment des raisons pour lesquelles tu viens là. Ouais, c'est ça. Bah, ok, dis-les. C'est quoi Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. C'est ça. On va voir. Ok. Et donc, Voilà. Donc, je suis arrivé au conseil d'administration il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué au conseil d'administration de l'UNICEF France. Tu vois au conseil d'administration tous les budgets aussi, les fléchages, où l'argent va, à quoi ça sert, quelles sont les actions sur le terrain, quelle est la portée des actions et tout. Et d'habitude, quand tu fais de l'assaut, tu te sens tout petit face aux problèmes que tu affrontes. Et là, les problèmes des droits des enfants, c'est énorme. Mais quand tu vois l'impact des actions de l'UNICEF, tu te sens en capacité d'agir. En fait, tes petites actions locales, là c'est bon. c'est ça. Ouais, elles font tellement de choses. C'est tellement crucial pour ces enfants-là que tu te dis, OK, je comprends pourquoi je m'engage. Ouais, et quand tu vois comment est utilisé l'argent, je trouve ça tellement remarquable, la façon dont c'est utilisé. Savoir qu'il y a plus de 75% de l'argent qui est envoyé complètement à l'UNICEF international uniquement pour développer ces projets-là. Ok, d'accord. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme par rapport à l'ensemble des organisations. Et donc, c'est pour ça que la portée est aussi grande aussi, parce que c'est un organisme qui est fiable, qui est sûr, avec des organismes d'audit, de gouvernance et d'éthique, donc qui vérifient chaque décision, chaque orientation. Et c'est hyper inspirant comme organisation. Ok, d'accord. Ouais. T'es en phase avec ça, en fait, c'est ça. Et là, quand on est aligné avec ce qu'on aime et que il y a un réel intérêt en fait derrière. Enfin voilà, il y a un réel, projet, c'est une réelle problématique et puis il y a le côté dans ces engagements, il y a le côté de la quête du sens, tu vois. C'est de trouver un sens. Ouais, c'est ça. Là, tu l'as quoi. En fait. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un investissement en termes de temps et d'énergie qui est aussi important pour moi par rapport à l'ensemble de mes activités. C'est parce que ça a du sens pour moi. Et quand j'accompagnais des étudiants dans une école de communication, je pense que la raison pour laquelle je l'ai fait et ce qui m'animait vraiment quand j'allais les voir, c'est qu'ils trouvent du sens à leur formation, à leur vie dès le début. Ils étaient en première ou en deuxième année et c'est le moment, quoi.
Faut pas attendre d'avoir 40, 50 ans, d'avoir C'est clair. déjà passé une bonne partie de sa carrière pour se dire est-ce que ce que je fais ça a du sens pour moi. Ouais, c'est clair. Vraiment. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, mais quel que soit Ouais, c'est ça. l'âge, quel que soit J'allais le stade en justement fait. te demander si tu avais des conseils peut-être pour les personnes-là qui sont en quête de Ouais. sens en fait. Et qu'est-ce que les Bah, conseils que tu as quoi en fait. Mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre du temps pour se Analyser. poser, pour réfléchir à ce qui nous fait vibrer, à ce qui a vraiment du sens pour nous. Ouais. Et quand on est dans un espèce d'engrenage, c'est OK de prendre du temps. C'est OK de se dire, est-ce que ce que je fais en bout de chaîne, ça aboutit à quelque chose que je trouve bien, que je trouve Ouais, c'est ça. positif pour le monde? Est-ce que Ouais. j'aide des gens? Est-ce que c'est... Jacques Brel disait, je fais référence à mon héros de mon enfance, la vie, c'est pas sérieux, rien n'est sérieux. La vie, c'est qu'un jeu. Ouais. Et donc, si c'est qu'un jeu, autant le passer à s'amuser, à s'entraider pour que la vie soit la plus douce possible aussi pour les gens qui nous entourent et la plus vivable pour les gens pour lesquels on ne peut pas vraiment assurer une vie c'est douce ça. en tout cas. Ouais. Ok, super. Bon, top. Merci beaucoup. En Merci tout cas, à toi. Là, on se finit sur de belles paroles, etc. Et puis voilà, en tout cas, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou quelque part Complètement. On peut me retrouver sur Instagram. Je mets parfois quelques petites stories sur le train. Exactement, qui m'arrivent. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut me retrouver le plus facilement. Ok. Voilà, Donc, Yann Plantade. Yann-du-bas Plantade. Exactement. Voilà. Plantade. Enfin, TADE, exactement. C'est dans le titre. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était super intéressant. Et puis voilà, merci en tout cas. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci beaucoup. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il aura su t'inspirer et que tu auras appris plein de choses. Si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est hyper simple. Tu tapes Paul-Hugo, Hugo.Palmeo. Sur LinkedIn, tu peux me retrouver en tapant Paul-Hugo Guilloton. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes et de nouveaux concepts.